pour démarrer, un tout petit mot de présentation d'Athémis, que vous sachiez d'où je vous raconte ce que je vais vous raconter. Donc Athémis, c'est un laboratoire d'intervention et de recherche privé qui réunit des consultants et des universitaires de plusieurs disciplines. Donc la question de la pluridisciplinarité qui habite les services de santé au travail, nous aussi, on y travaille. C'est un laboratoire qui existe depuis maintenant une quinzaine d'années. Et quand je parlais de disciplines différentes, on y trouve des ergonomes. Donc moi, je viens de cette discipline-là, je suis ergonome. On y trouve des économistes. On y trouve des gens qui viennent des sciences de la gestion. On y trouve des sociologues, des psychologues. Et le point commun entre toutes ces personnes, c'est leur intérêt pour les questions de travail. Donc on est tous intéressés par les questions de travail, et notamment par la question que je vais essayer de développer avec vous aujourd'hui, du lien entre la santé, pour faire très large, le travail et les questions de performance. Donc avec nos différentes approches disciplinaires, on s'intéresse et on se frotte à ces questions. Et ce que je vais vous raconter là aujourd'hui, c'est le fruit de ce travail en commun. Alors, on a dit que j'avais un temps limité, donc je vais essayer de le tenir. Oh, super. Ça marche. Et du coup, j'avais envisagé de faire l'expérience avec vous, mais on va sauter cette expérience. J'avais envie de vous demander de définir comme ça ce que c'était que la qualité de vie au travail. Alors, je vous donne les résultats de ce que vous auriez sans doute dit. Alors, un concept nouveau, cette histoire de qualité de vie au travail, enfin nouveau qui circule quand même depuis un certain nombre d'années, mais on sent bien une montée en puissance de ces questions de qualité de vie au travail, juste comme indicateur la signature l'année dernière d'un accord national interpro sur cette question de la qualité de vie au travail. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui est en train de prendre de la place. Et en même temps, si vous avez lu cet accord et les différents travaux qui tournent autour de cette question, on peut partager le constat ensemble d'une grande difficulté à définir d'une manière très précise ce que c'est que la qualité de vie au travail. Et si on avait fait l'exercice ensemble, on se serait sans doute frotté exactement au même constat. La question de la qualité de vie au travail, la définition de ce qui fait qualité de vie au travail, présente des aspects extrêmement hétérogènes. On y trouve des trucs autour de la santé. Ça paraît assez logique, en effet. Un travail de qualité qui ne ferait pas santé, ça paraît bizarre. Bon, mais on n'y trouve pas que des choses autour de la santé, on y trouve aussi des choses autour du sens, de l'utilité qu'on ressent dans son travail. Voilà, je me sens utile, ce que je fais a du sens, sert à quelque chose. On y trouve des choses autour de l'équité. Alors ça va même encore plus loin dans l'accord national interpro, puisqu'il place dans le titre, il lie la question de la qualité de vie au travail et la question de l'égalité homme-femme. Mais l'équité, ce n'est pas uniquement une question d'égalité entre les genres. Ça va un peu plus loin que ça. On y trouve bien sûr des questions de conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Je suis certain que ça serait sorti dans vos bouches à un moment ou à un autre. On y trouve d'autres choses autour de l'appartenance à un collectif. Voilà, un travail de qualité, c'est un travail où on se sent appartenir à une équipe. On a un destin commun, un projet commun. On y trouve aussi des questions de perspective de parcours professionnel. Je démarre là, et puis je sais que je peux faire ça, puis ça. Et puis, on y trouve aussi, pour un certain nombre de personnes, des choses qui tournent autour de... un travail de qualité, c'est surtout un travail qui me laisse du temps pour faire autre chose que le travail, parce que c'est plutôt à l'extérieur que je m'épanouis. Si on fait un passage très rapide sur ces différents éléments, il y a un point qui les réunit, c'est la place de la subjectivité. On ne peut pas objectiver ces éléments, c'est forcément très subjectif, c'est forcément très lié au ressenti des personnes. Et quand je dis ça, je ne dégrade pas la question de la qualité de vie au travail. J'installe avec vous l'idée que ce n'est pas pour rien qu'on a du mal à le définir, c'est parce que justement, ce côté subjectif est extrêmement présent. Et puis, il faut y rentrer une deuxième notion, c'est la notion d'instabilité dans le temps, c'est-à-dire ce qui fait qualité de vie au travail pour vous aujourd'hui, c'est sans doute pas ce qui faisait qualité de vie au travail il y a 10 ans, et c'est pas ce qui fera qualité de vie au travail dans 10 ans non plus. Donc en plus, ça bouge.
dans le temps. Donc voilà une notion intéressante qui va sans doute vous préoccuper dans les mois et les années qui viennent. Et en même temps, on voit bien toute la difficulté qu'on va avoir à se saisir de ce truc et à le traduire dans quelque chose d'opérationnel. Surtout si on l'articule avec le deuxième concept que je vous propose d'aborder aujourd'hui, qui est celui de la performance. Alors ça, c'est une question beaucoup plus ancienne, question qui agite les entreprises depuis qu'il y a des entreprises, question de la performance. Et alors je vous rassure, on ne sautera pas l'apéritif, on va se limiter dans la remontée dans le temps, on va revenir juste à l'après-guerre. Et je vous propose de faire un petit retour en arrière sur la manière dont était perçue la question de la performance sur les 50 ou 60 ou 70 dernières années. Et en gros, on peut distinguer 3 grandes périodes, avec une première qui est celle de l'immédiate après-guerre, les 30 glorieuses, avec un modèle industriel extrêmement puissant. Alors si ensemble on fait le... Non, j'ai ce qu'il faut. Si ensemble on fait le descriptif de ce que c'est que les registres de la performance dans ce modèle industriel, on va en trouver 3, avec un premier registre qui porte sur la question de la qualité. À cette époque-là, on commence à penser la commercialisation, la fabrication d'un produit à partir d'un prototype. D'abord, on est extrêmement centré sur la fabrication de biens. Souvenez-vous, on est dans la période de l'après-guerre, il y a un besoin d'équipement des ménages, des entreprises et des populations d'une manière générale extrêmement important. On est dans une phase de reconstruction. L'emploi redémarre, les salaires augmentent, le pouvoir d'achat des personnes augmente et les besoins en équipement augmentent. Par ailleurs, dans le même temps, il y a des progrès technologiques qui permettent que chacun puisse accéder à l'automobile, l'ordinateur, la machine à laver, etc., etc. Donc on commence par fabriquer un prototype d'un produit. Alors imaginons, on fabrique ensemble une machine à laver. Donc on va fabriquer un prototype de machine à laver. Et on va se mettre d'accord sur la qualité de cette machine. Et cette qualité, on va la construire sur la base de critères très objectifs. Donc elle doit pouvoir laver tel poids de linge, elle doit consommer tant de litres d'eau, on doit pouvoir y mettre n'importe quel type de lessive, elle doit faire telle dimension, parce qu'elle rentre dans les appartements, et puis elle doit consommer pas plus de temps d'électricité, etc., etc. Bref, on va assez vite se mettre d'accord sur les critères de qualité de cette machine. Une fois qu'on a réussi à fabriquer notre prototype de machine à laver, on rentre dans la deuxième phase et dans le deuxième registre de la performance, qui est celui de la productivité. Donc on industrialise la fabrication des machines et on va chercher à gagner en productivité. Et une productivité matériel, je veux dire par là, l'idée, c'est de fabriquer plus de biens avec autant ou moins de ressources. C'est une productivité en volume, puisque les marchés sont là, les gens ils attendent nos machines à laver, donc on n'aura pas de problème pour les commercialiser. Notre problème, c'est d'en fabriquer un nombre suffisant pour répondre au marché. C'est ça notre difficulté à cette époque-là. Et donc on va faire plusieurs choses pour améliorer notre productivité. On a créé un site de fabrication et puis on a équipé ce site avec des machines. Le problème, c'est que pour l'instant, on tourne en une équipe, un 8. On a une productivité des machines qu'on est capable de tripler, voire de quadrupler, voire de quintupler en passant à 4, 5, 8. Donc on va faire tourner des équipes avec un fonctionnement optimal de nos machines. On a augmenté la productivité de nos machines. On va spécialiser nos ouvriers. Donc on est en plein dans la phase Ford qui succède à Taylor. Là. Donc on va encore un peu plus loin dans cette spécialisation, avec l'idée que plus on aura des spécialistes des phases de fabrication de notre machine à laver, plus ils vont être experts de cette phase. Donc on simplifie cette phase et on les rend experts de cette phase. Et on a des effets de routine qui se mettent en place qui vont permettre d'accélérer la cadence. Ils ont appris à travailler, à prendre en charge des anomalies qui pouvaient se présenter. Et donc on gagne en vitesse de production. Et puis on va avoir d'autres éléments, d'autres leviers
de gains de productivité autour de, par exemple, les économies d'échelle. Donc j'ai 5 sites de fabrication de mes machines à laver. Je vais en faire un énorme, parce qu'au lieu d'avoir 5 fois les fonctions support sur chacun de mes sites, je vais avoir une grosse fonction support, mais qui ne sera jamais 5 fois la somme des 5 fonctions support de mes sites. Donc, je fais des économies de ce point de vue-là aussi. Et dans ce modèle-là, le dernier registre de la performance, qui est celui de la rentabilité, est en fait le résultat. Mécaniquement, il faut retenir cet aspect-là, mécaniquement, chaque fois que je gagne en productivité, je gagne en rentabilité. Et donc, on a une chronologie dans nos registres de la performance, la qualité en premier. Une fois que ça s'est stabilisé, on rentre dans le registre de la productivité, et chaque gain de productivité fait de la rentabilité. Dans ce modèle, ce qui ne se mesure pas est complètement hors champ de la performance. Alors, vous voyez que si on commence tout de suite à faire un petit lien avec ce que j'ai raconté tout à l'heure sur les questions de qualité de vie au travail et l'aspect très subjectif de la chose, on voit bien que dans ce modèle-là, on a du mal à articuler la question de la qualité de vie au travail et la question de la mesure. Maintenant, si on fait le lien avec la forme de pensée qui correspond à cette organisation du travail, ce qui est recherché dans ce modèle de performance industrielle de l'après-guerre, c'est une organisation du travail qui cherche à maîtriser au maximum les phases de fabrication de ma machine à laver. Ce que je veux, c'est qu'il y ait du volume. Je veux que les machines à laver sortent des bouts de ligne pour qu'on puisse les commercialiser. Et donc, j'ai besoin de standardiser, j'ai besoin de normaliser, et j'ai besoin de pouvoir reproduire mes machines à laver aussi vite que possible. Donc, j'ai une organisation du travail qui part du principe qu'elle a un objectif, c'est de maîtriser l'ensemble de ces phases de fabrication. C'est là que vont apparaître les bureaux des méthodes, par exemple, avec des gens qui vont découper les différentes phases et essayer d'imaginer tout ce qui peut se passer dans ces différentes phases et de mettre en place des procédures, des moyens de faire face à ces aléas pour les intégrer dans l'organisation avec une idée finale qui est, une fois que l'organisation elle est optimisée, il n'y a plus de bugs. Il n'y a pas d'anomalie puisqu'on a tout prévu, tout organisé. Dans ce modèle, il nous faut des salariés qui exécutent rigoureusement les consignes. Si je dépense toute cette énergie pour maîtriser les phases de production, si je commence à avoir des rigolos qui se disent « Ah bah tiens, si je faisais comme ça et pas comme on m'a dit, ça ne marche pas. » Donc j'ai besoin de gens qui appliquent la consigne, j'ai besoin de gens qui exécutent. Dans ce modèle-là, le rôle des managers, c'est 2 choses essentielles. D'abord, prévoir, ça veut dire qu'ils sont responsables de l'écriture de cette organisation, de la pensée de cette organisation du travail, et de la coordination entre les différentes phases. Et puis, ils vont avoir un rôle évidemment de contrôle. C'est-à-dire, si ça marche puisque les salariés font ce qu'on leur demande, il faut vérifier qu'ils font bien ce qu'on leur demande. Et dans ce modèle, lorsqu'on est face à une anomalie, il y a 2 possibilités. Soit on est face à un défaut de l'organisation, on n'a pas suffisamment précisé les choses, on n'avait pas pensé qu'il allait se passer ce truc-là. Donc il faut l'intégrer dans notre organisation. Donc on va revoir notre organisation, on va mettre en place une procédure corrective qui va prendre en charge le bug qui s'est passé une fois qu'on l'a analysé, avec l'idée que la somme des correctifs finit par produire une organisation qui maîtrise. On est toujours dans le même objectif. Donc première solution quand on est face à une anomalie, c'est ça. Et deuxième solution quand on est face à une anomalie, en fait, ce n'est pas la consigne qui est en défaut, on est face à un défaut d'application de la consigne. Donc c'est les salariés qui n'ont pas fait ce qu'on leur avait dit de faire. Dans les 2 cas, on a un renforcement de la procédure et souvent un renforcement du rappel de la procédure. Donc on va voir se développer tout un tas de rappels de la consigne, on va redonner les modes opératoires, on va les installer au plus près des postes avec des tas de manuels qui vont surgir un peu partout pour expliquer comment, étape par étape, il faut, avec des éléments extrêmement précis parfois, étape par étape, comment on s'y prend pour faire la machine à laver. Dans ce modèle-là,
la question de la qualité de vie au travail est complètement hors sujet de la performance. Entendons-nous bien, je ne suis pas en train de dire que les responsables d'entreprise ou les représentants syndicaux sont désintéressés totalement de la question de la qualité de vie au travail. Il y a des aspects moraux, il y a des aspects éthiques, il y a des aspects d'intérêt pour les personnes qui vont faire qu'il se passe un certain nombre de choses sur la question de la qualité de vie au travail. Mais cette question est en marge de la question de la performance. C'est comme ça que le plus souvent, la question de la santé, pour parler d'un sujet qui préoccupe beaucoup les services ici, est plutôt vécue comme un coût, comme un problème de coût, que comme une question de ressources. Ça nous amène jusque dans les années 80, fin des années 70, début des années 80. Et là, il se passe un phénomène très important, c'est qu'on arrive à une forme de saturation des marchés. Donc on était 15 fabricants de machines à laver, chacun sur son segment de marché. La question de la compétitivité était totalement absente à cette époque-là. On ne parlait pas de compétitivité dans cette période-là. C'est là que ça va commencer à apparaître, cette notion de la compétitivité. Et on va se retrouver dans un marché qui est saturé. Tout le monde a sa machine à laver. Et là, il va falloir trouver d'autres façons de survivre. Et on va basculer dans un modèle financiarisé. Parce que pour survivre, deux possibilités. Première possibilité, on va inventer des... Bon, les machines à laver, c'est fini. Hein. On n'a qu'à faire des sèche-linges. On va innover. Puis on va faire des lavandes séchantes. Bientôt, on aura des repasseuses en même temps, sans doute. Ça va arriver. C'est possible. Bref, on va innover énormément. On va investir beaucoup d'argent dans l'innovation. Pour l'essentiel, l'innovation technologique. Et la deuxième possibilité, le deuxième levier qu'on va pouvoir activer pour continuer à se développer ou à survivre, c'est d'absorber le concurrent. C'est comme ça que 10 ans plus tard, c'est plus 15 marques de machines à laver qu'il y a, c'est 3. Du point de vue des registres de la performance, il se passe un truc très intéressant à regarder, il se passe ça. Donc là, c'est le modèle qu'on vient de quitter. On stabilise la qualité, on fait de la productivité, et on a une rentabilité qui est le résultat de tout ça, et qui est plutôt une rentabilité de long terme. Pardon. Dans le modèle des années 80, on a un renversement des registres de la performance. J'ai besoin d'argent pour innover ou pour acheter mes concurrents, et donc je vais m'adresser à des financiers qui vont me prêter des sous, sous réserve d'un engagement à fournir un certain niveau de rentabilité. Et donc la question de la rentabilité va devenir première chronologiquement dans les registres de la performance. Et du coup, on va avoir une productivité qui va évoluer aussi et qui va plus être une productivité sur les volumes, qui va être une productivité financière. C'est-à-dire, je vais me mettre à calculer combien coûte toutes les phases de fabrication de ma machine à laver. C'est l'arrivée massive des outils de gestion et de la compta analytique, pour faire très rapide. Et c'est ça l'idée. C'est que j'ai besoin précisément de savoir ce que coûte chaque phase de fabrication, de mise en carton, de distribution, de commercialisation de mes machines à laver. Parce que j'ai besoin d'identifier les phases de fabrication qui rentrent dans mon objectif de rentabilité et celles qui n'y rentrent pas. Et c'est là qu'on va avoir toute cette phase de recentrage sur le métier, là, ce fameux recentrage sur le métier. En réalité, on recentre l'activité des entreprises sur les activités qui sont rentables et les autres activités sont externalisées, sont sous-traitées. Dans ce modèle, c'est les mêmes registres de gains de productivité que ceux que j'ai évoqués tout à l'heure, sauf qu'on les mesure à l'aune d'une productivité financière. Donc là, on fait un ratio entre le chiffre d'affaires et le coût de la main-d'œuvre, et le coût du capital, et le coût des machines, etc. Et là, on voit bien qu'une concurrence effrénée va se jouer entre les populations, notamment en termes de coût de main-d'œuvre.
On a une partie de l'explication de la délocalisation, une partie seulement, parce qu'il y a aussi un enjeu de marché qui se déplace. Et dans ce modèle, la qualité devient, troisième élément, et elle devient résiduelle. C'est comme ça qu'à cette période apparaissent aussi les notions de surqualité. Dans la première étape, personne ne parle de surqualité. C'est à ce moment-là qu'on commence à faire la chasse à la surqualité, c'est-à-dire au fait que des personnes mettent trop dans le produit au regard de l'objectif de rentabilité de ce produit. Donc on en fait trop, on va trop loin. Dans ce modèle, si on continue à faire le parallèle avec la question de l'organisation du travail, on ne change pas de registre, c'est-à-dire on est toujours dans une organisation du travail qui cherche à maîtriser l'ensemble des phases de fabrication et à éviter les anomalies, les bugs, les écarts. La différence, c'est qu'on a une attention qui est particulière et première à cette question de la rentabilité, parce qu'on a pris des engagements vis-à-vis de nos créanciers. Donc on va avoir une segmentation, c'est là que va apparaître la notion de compétitivité vis-à-vis des autres, parce qu'on est même en compétition vis-à-vis de ceux qui nous prêtent. Quel lapsus. On va se concentrer sur les secteurs qui sont à forte rentabilité, donc ça explique les externalisations, et puis on va avoir une productivité monétaire. Les moyens, c'est un espèce de tsunami des outils de gestion. Donc là, les outils de gestion arrivent, envahissent les entreprises et envahissent l'ensemble des postes. Tout le monde se retrouve à faire du rendu compte et du reporting d'éléments, se met à compter ce qu'il fabrique, combien il en fabrique, combien il a dépensé, à quel rythme, etc. etc., etc. Parfois avec des éléments qui n'ont aucun sens pour les personnes à qui on les demande. Mais voilà, ça a du sens pour d'autres. Donc il faut tenir ces outils de gestion. Et puis on entre aussi dans une période de très très forte innovation. Tout ça parce que quand les marchés sont saturés, si on est capable d'innover sur des nouveaux produits, on fabrique artificiellement un nouveau marché. C'est comme ça qu'on passe du téléphone portable au smartphone, à la tablette, etc., etc. À chaque fois, hop, on recrée un nouveau marché. Donc on rebascule dans le modèle ancien, à la différence près, c'est que les concurrents vont 10 000 fois plus vite sur la capacité à développer les mêmes produits. Et donc on se retrouve très vite dans une saturation de marché. Regardez sur les téléphones, c'est vraiment l'exemple le plus flagrant. Du point de vue de la question du travail, dans cette période-là, il y a tout un courant de pensée, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, qui parle de la fin du travail. C'est-à-dire, il y a des formes d'automatisation très importantes, et du coup, on va basculer dans une civilisation des loisirs, le travail comptera plus. Alors évidemment, la question de la qualité de vie au travail, s'il n'y a plus de travail, c'est plus le problème. Troisième période. Il y a quelqu'un qui me donne des éléments sur l'heure, j'ai absolument aucune idée de... Ok, merci. Troisième période, caractéristique des années, depuis le début des années 2000, même un peu avant, c'est la montée en puissance des services. Bon, là aussi, on pourrait faire l'expérience. Vous représentez un certain nombre d'entreprises dans cette salle. On pourrait faire le ratio des entreprises de services et des entreprises de fabrication de biens. Si vous êtes raccord avec le paysage économique du monde occidental, normalement, on devrait avoir à peu près 75% des gens qui sont dans la salle qui travaillent dans les services. Le PIB en France, c'est quasiment 80% qui est lié aux activités de services. Ce n'est pas qu'en France, hein. C'est vrai aussi en Allemagne. Donc en fait, on est installé sur un modèle de pensée qui dit que l'industrie, c'est ça qui nous fait vivre. C'est complètement faux, en réalité. Enfin, ce n'est pas complètement faux, ça produit quand même de la richesse, mais ce n'est pas le premier producteur de richesse. Le premier producteur de richesse, c'est les services. Il y a environ, pareil, 3/4 des emplois d'actifs qui sont des emplois de services. Donc cette question du service prend une place extrêmement importante dans nos modèles économiques, dans notre vie au quotidien et dans nos entreprises. Avec une particularité, c'est qu'en matière de performance et de registre de la performance,
on change de modèle. C'est là-dessus, évidemment, que je voudrais insister avec vous. Alors, la question de la qualité, évidemment, elle continue à se poser dans les services. C'est toujours un registre de la performance. Mais avec un constat qu'on peut partager ensemble, c'est que définir la qualité d'un service, c'est beaucoup plus compliqué que définir la qualité d'une machine à laver. Ensuite, la qualité d'une machine à laver, on va avoir assez vite un consensus entre le concepteur, le fabricant, le client, sur ce que c'est que la qualité d'une machine à laver. Dans un service d'aide à domicile, par exemple, si vous interrogez une aide à domicile ou un aide à domicile, il n'y a pas de raison de genrer ce métier. Donc si vous interrogez des personnes qui exercent ce métier sur ce que c'est que la qualité du service qu'ils rendent aux personnes, vous n'aurez pas la même définition que si vous interrogez les bénéficiaires de l'aide à domicile, si vous interrogez la famille des bénéficiaires de l'aide à domicile, si vous interrogez le conseil départemental qui finance l'aide à domicile, chacun a un point de vue sur ce que c'est que la qualité du service à domicile. Et alors ça va même encore un peu plus loin, c'est qu'à l'intérieur de ces catégories, si vous interrogez 15 aides à domicile, vous aurez des expressions différentes de ce que c'est que la qualité du service rendu aux personnes. Vous aurez des gens qui vont vous dire « bah, moi, mon job, c'est d'assurer la propreté de l'appartement de la personne, d'être sûr que son hygiène est garantie, qu'elle mange ce qu'il est prévu qu'elle mange. Voilà, c'est ça le cœur de mon métier. » Et puis dans la même salle, dans le même moment, vous aurez une personne qui va vous dire « bah, moi, je sais que je suis la seule personne qui passe au domicile de cette personne âgée de toute la journée. Elle parle à personne sauf à moi. Et donc, en réalité, mon boulot, c'est pas le ménage, c'est d'assurer ce lien. C'est ça qui compte. Je vous vois bien, c'est ça qui compte. C'est pour ça qu'elle veut que je vienne. » On a l'impression comme ça de raconter une histoire. En même temps, ça va se traduire très concrètement sur la manière dont les gens vont travailler. Dans le premier cas, je dois passer l'aspirateur. La mémé a un truc à me raconter, bah, elle va attendre un peu parce que je passe l'aspirateur. Dans le deuxième cas, je dois passer l'aspirateur, je vais pour allumer mon aspirateur et la mémé commence à me raconter un truc qui a l'air vachement important pour elle. Bah, ça peut aller jusqu'à « je ne passe pas l'aspirateur aujourd'hui parce qu'elle n'a pas fini de me raconter son histoire ». Et d'ailleurs, on s'installe et puis on prend le café ensemble et elle me raconte son histoire. Et là, le fils arrive, ou la fille. Et en fonction de la perception que lui, il a de la qualité du service, ça va produire une situation complètement différente. Je ne détaille pas, vous voyez très bien à quoi je fais référence. Donc en fait, en réalité, sur la question de la qualité dans le service, on est dans le registre de la promesse. Et on est capable de dire ce qu'a vraiment fait qualité qu'à la fin du service. Première difficulté. Alors on est toujours intéressé par la question de la productivité. Normal. On essaye de produire autant de services en y engageant moins de ressources, ou plus de services avec les ressources dont on dispose. Sauf que les registres de gains de productivité qu'on utilisait dans le modèle industriel trouvent très vite leurs limites. Si vous spécialisez trop les gens dans le service, ça ne marche pas. Vous avez le spécialiste de la tchatch, le spécialiste de l'aspirateur, et puis la personne qui fait... Enfin, ça ne marche pas. Ça marche pas. Donc on revient sur... C'est pas pour rien que la question de la polyvalence et la question de l'élargissement des compétences prend aussi de la place, et on touche les limites là de cette division du travail. On voit bien que rendre un service, ça suppose de prendre en charge une complexité qui fait appel à des compétences diverses. Donc ça ne marche plus, la spécialisation du travail. Les économies d'échelle, ça ne marche pas très bien non plus. Vous installez une plateforme téléphonique à 5000 km d'ici ou à 10 000 km d'ici et vous faites téléphoner des gens pour vendre des cuisines, alors que leur cuisine à eux, ce qu'ils mangent, la manière dont ils préparent, c'est complètement différent de ce qu'on fait ici. Donc comment vous voulez vendre une cuisine à quelqu'un qui ne cuisine pas du tout les mêmes choses et pas du tout de la même manière? Donc là aussi, les économies d'échelle, on va trouver assez vite des limites. Et on va voir apparaître
d'autres formes de gains de productivité. Par exemple, on va avoir des formes autour de la souplesse ou de l'adaptation à la demande. Si je suis capable de m'adapter à une demande spécifique du client, demande de service spécifique, je fais de la productivité. Et c'est comme ça que va se poser, par exemple, la question de l'ouverture des dimanches dans les commerces. Les Chinois, ils viennent à Paris, ils viennent aussi le dimanche et ils veulent pouvoir acheter. Et donc, il faut qu'on ouvre le dimanche. C'est ça l'adaptabilité du service. On va voir apparaître d'autres leviers de productivité autour des questions de... c'est ce que symbolise mon schéma, là, il faut le savoir, mais du coup, je vous le traduis. C'est les questions d'adoption, ce qu'on appelle les questions d'adoption. Je prends un exemple, vous allez comprendre tout de suite. C'est extrêmement compliqué de changer de médecin de famille. Au-delà du fait qu'il n'y en a plus, c'est une mauvaise blague ici, mais c'est vrai quand même, c'est très compliqué de changer de médecin de famille parce que même si le voisin, il a les diplômes, il a tout ce qu'on veut, on sait très bien qu'en réalité, les connaissances que le médecin a sur moi, sur ma famille, sur mon boulot, sur mon histoire, sont extrêmement précieux du point de vue du service qu'il me rend. Donc là, il y a des choses de cet ordre-là, de l'adoption. Il y a des choses qui tournent autour de la connaissance. Si je reviens sur mes aides à domicile, une aide à domicile, elle est garante de l'entretien des locaux, enfin de l'habitat de la personne, de l'aide à la personne, etc. Et pour autant, on va faire à ces personnes, à ces aides à domicile, des formations sur Alzheimer. Alors, on ne leur demande pas de soigner la maladie d'Alzheimer, mais en même temps, on comprend tous qu'en fonction de ce qu'ils vont savoir de cette maladie, quand ils vont être confrontés à des situations de travail où la personne chez qui ils interviennent est atteinte de cette pathologie, ce qu'ils vont rendre comme service n'a strictement rien à voir s'ils ne savent rien de cette maladie ou s'ils savent des choses. Donc on va gagner en productivité de ce point de vue-là aussi. Vous voyez des registres de productivité qui sont complètement différents de ceux qu'on a activés jusqu'à présent. Troisième, alors ça c'est nouveau. Ça c'est nouveau. On voit apparaître un nouveau levier de performance qui est un nouveau registre, qui est la question des externalités. Les externalités, pour faire rapide, c'est les effets induits de la production, mais qui n'étaient pas désirés au départ. Donc c'est... en externalité négative, tout le monde va avoir en tête la question des pollutions. Donc je rejette des effluents dans la rivière. Jusque dans les années 80, tout le monde s'en fout. En gros, et les pollutions sont prises en charge par la collectivité. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Mais je peux prendre un exemple d'externalité positive aussi. Une faïencerie dans une région de l'ouest de la France est en déficit chronique et elle continue à exister parce qu'elle est mise sous perfusion de la région, de la ville, parce qu'elle a un effet d'externalité positive sur l'image de la région et que c'est extrêmement important pour le territoire de préserver cette entreprise sur le territoire. C'est complètement un facteur de performance pour elle d'être ce symbole de la culture, de l'histoire, etc. Et du coup, son métier, c'est plus de fabriquer de la faïence, c'est d'incarner ce symbole-là. Externalité positive. Bon, je ne reviens pas sur d'autres formes d'externalité négatives. Vous les gagnez en productivité et vous installez une petite puce dans les moteurs de vos véhicules. Et vous vous retrouvez avec une note de 15 milliards de dollars. Pour l'instant, ce n'est pas terminé. Entre nous, d'ailleurs, ça n'a jamais mis en péril qui que ce soit, cette affaire-là. Hein. Mais on mesure bien les conséquences que ça a sur la question de cette externalité. On peut en prendre d'autres exemples. Vous fabriquez des lasagnes et vous décidez d'y mettre du cheval. C'est pareil, ça tue personne. Sauf que 15 jours après, vous avez mis la clé sous la porte, quoi. Donc cette question des externalités est extrêmement puissante. Nouveau registre de performance, c'est la question de la réflexivité. Alors qu'est-ce qu'on entend par là? C'est les effets du travail sur vos ressources. Parce que s'adapter à la demande, être capable de comprendre que moi j'ai une vision de la qualité, mais le client il en a une autre, et que si on en reste là, c'est mort. Donc j'ai besoin de m'adapter, j'ai besoin de comprendre, j'ai besoin de construire une autre offre,
J'ai besoin de voir comment je peux essayer de me débrouiller avec ce qu'ils me demandent, alors qu'on n'a absolument pas ça en magasin, mais je vais quand même essayer de trouver un truc qui va faire que je vais rendre le service. Enfin, toute cette question-là suppose l'engagement des personnes. Autrement dit, je suis en train de vous dire là, ce qui bascule fondamentalement dans cette affaire, c'est qu'on passe d'une organisation qui prétend maîtriser l'ensemble des phases de fabrication à une organisation qui dit « je continue à organiser le travail, mais je vous dis, mes chers collaborateurs, que vous allez vous coltiner tous les jours à des situations qu'on n'avait pas prévues et que c'est absolument normal. Et que j'ai besoin que vous soyez attentifs, affectés par cette situation, mais pas trop, parce que si vous êtes trop affectés par cette situation, alors vous vous êtes plombé, ça ne marche pas. Ou alors vous allez trop loin dans l'engagement. Et j'ai un équilibrage à faire avec vous sur votre engagement absolument nécessaire, mais juste ce qu'il faut pour que ça tienne et pour qu'on arrive à tenir le service. Et de ce point de vue-là, ce que fait le travail sur les personnes, donc sur la ressource, devient un enjeu de performance. Je développe une capacité à être attentif en tant que manager à ce que produit le travail sur les personnes. Parce que je sais que si le travail les abîme, alors ma ressource diminue. Leur capacité à prendre des initiatives, à entendre, à être attentif au monde diminue. Et donc la performance diminue. Évidemment, on est toujours concerné par la question de la rentabilité, ça ne change pas. Mais avec quand même une sacrée différence avec ce qu'on vient de dire juste avant. Souvenez-vous, dans le modèle industriel, on a un effet mécanique direct de gain en rentabilité dès qu'on gagne en productivité. Dès que je gagne sur le registre productivité, je gagne en rentabilité. Ici, c'est faux. L'ensemble des registres de la performance potentiellement sont en tension les uns avec les autres. C'est-à-dire, je suis extrêmement adaptable, et je suis au service du client. Et normalement, je suis payé pour faire une demi-heure d'intervention au domicile de la personne âgée, j'y reste 3 heures. J'ai augmenté ça. Alors là, la personne, elle est extrêmement attachée au service. Elle ne changera jamais de service d'aide à domicile, ça c'est certain. Le fils non plus, tout le monde est très 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 content. Sauf que le service ferme parce qu'on ne tient pas à la question de la rentabilité. Je décide d'ouvrir le dimanche sur un principe de volontariat. Et je fais un constat, c'est que le dimanche, mes salariés font la tronche, la qualité de l'accueil diminue, et puis le lundi, j'ai 40% d'absentéisme. 30 le mardi, je récupère à peu près mon effectif le jeudi. Donc j'ai gagné en adaptabilité, en qualité de service, mais les effets réflexifs sur ma ressource sont catastrophiques. Je perds en réalité en performance. Et on passe notre temps, et quand je dis on, en réalité, c'est les salariés, parce que le travail, il est là. C'est-à-dire la confrontation aux situations réelles place les gens en situation d'arbitrage entre des questions de qualité, jusqu'où je vais dans la qualité, jusqu'où je vais dans l'adaptabilité, jusqu'où je vais, comment je tiens les questions de rentabilité. Voilà, un service de santé au travail, il y a un certain nombre de salariés, on est au cœur du sujet, à avoir en visite. La qualité, d'un point de vue d'un médecin du travail, ça pourrait dire, moi j'estime qu'il faut 2 heures par salarié pour faire le tour du truc. Et puis en plus, il faut que j'aille dans chacune des entreprises. Ça se tient, hein. Ça se tient complètement, ce point de vue-là. Sauf que ça ne tient pas dans le modèle. Et on ne peut pas complètement, alors là je caricature un peu les choses, donc ça va se voir. Mais on a plein de situations où en réalité, les salariés, les travailleurs, au sens large, se retrouvent confrontés à un tas de situations où ils sont face à cet inconnu et à ce besoin de gérer la tension entre ce que je fais de qualité, je tiens quand même les objectifs de rentabilité, etc., etc.
La dimension, dans ce modèle, la dimension immatérielle devient un élément absolument clé de la valorisation et de la performance de l'entreprise. Je prends un exemple, on y reviendra peut-être après à travers vos questions sur les questions de ressources immatérielles, mais je prends un exemple. S'il n'y a pas de confiance entre la personne qui est là et celle qui est là, la confiance, quoi de plus immatériel que la confiance? En même temps, on a tous cette expérience-là. On sait très bien que si je suis en confiance avec mon client, que ce soit un client final ou un client à l'intérieur d'une structure, je vais aller 10 000 fois plus vite que s'il y a de la méfiance. Je prends un exemple. Vous amenez votre voiture chez le garagiste, pour l'entretien. Elle va très bien, votre voiture. Faites l'entretien, la vidange, tout ça. Hop, vous récupérez votre voiture, vous sortez du garage, vous faites 100 mètres, elle tombe en panne. Eh bien, je fais le pari, deux possibilités. Soit vous changez de garagiste la fois d'après, donc là, la question est réglée. Mais même si vous retournez chez le même, votre niveau d'exigence va augmenter. Vous allez vous mettre à éplucher la facture du gars et vous allez vous rendre compte qu'il vous facture du lave-glace alors que vous avez fait le plein du réservoir de lave-glace juste avant. Avant cette histoire, vous n'auriez jamais regardé cette affaire-là. Et là, paf, vous vous mettez à hausser votre niveau d'exigence et du coup, ça devient plus compliqué de rendre le service. Donc la confiance, ça peut être on fait confiance, il est gentil. Mais non, ça se traduit sur des éléments extrêmement concrets, y compris du point de vue de la rentabilité. Je continue. Si on fait le même parallèle avec la question de la forme de pensée que ça induit, que ça implique, on bascule d'une organisation du travail qui cherche à maîtriser, un monde d'ingénieurs, et il doit y avoir des ingénieurs dans la salle, là. Donc on passe de ce monde-là, où j'essaye de tenir l'ensemble des bouts et d'être extrêmement précis dans ma manière de prescrire la fabrication et de maîtriser l'ensemble de ces éléments, avec un objectif final, une organisation qui serait capable de répondre à toutes les questions qui se posent. À une organisation qui continue à prescrire. Attention, je ne suis pas en train de dire qu'on bascule dans un truc où chacun invente sa façon de travailler tous les matins. Ce n'est pas du tout ça que je dis. On continue à stabiliser un certain nombre de choses, mais en même temps, on affirme qu'il va se passer un tas d'événements qui ne sont pas réglés d'avance et qui vont supposer que les personnes, les collaborateurs, s'en saisissent et inventent une façon de la prendre en charge, de prendre en charge cet écart. Prennent un risque. C'est comme ça que nous, on définit les risques psychosociaux. Il n'y a pas de travail sans risque psychosocial, ça n'existe pas. Le travail est inhérent, enfin plutôt les risques psychosociaux sont complètement inhérents au travail. On se trompe. Lorsqu'on parle de prévention des RPS, on devrait parler de prévention des TPS, des troubles psychosociaux. Ah oui, ça c'est important, de prévenir l'apparition de troubles psychosociaux dans le travail, parce que c'est des indicateurs que la ressource elle est plombée, mais prévenir les risques psychosociaux, ça, de notre point de vue, pas de sens. Je ferme ma parenthèse, je n'avais pas prévu de dire ça, mais c'est important quand même. Dans cette histoire de logique servicielle, on a un objectif qui est de répondre à tous et à chacun. Simplement, ces quelques mots, ça raconte la complexité du bazar. Gérer les tensions entre les différents registres de performance, ce que je viens d'expliquer, jusqu'où je vais dans la qualité, dans la réactivité, dans l'adaptabilité, etc. Et puis, je suis embarqué dans la prise en compte des questions de subjectivité du client. Ça ne va pas suffire de dire « le client est un con ». Donc je peux le penser, en même temps, je suis dans l'obligation d'essayer de comprendre quand même pourquoi il dit ça, ou pourquoi il fait ce qu'il est en train de faire, qui, de mon point de vue, n'est pas adapté à la situation. Parce que si je ne le fais pas, je ne rends pas le service. Donc je suis embarqué dans la prise en charge des questions de subjectivité. Et là, je viens de l'illustrer dans la relation directe avec le client, mais c'est complètement vrai entre les collaborateurs et les managers, par exemple.
Je prends un exemple pour un truc qui date d'hier, donc c'est tout frais. Hier, j'étais avec un groupe de directeurs d'ESAT, de foyers ex-ateliers protégés, CAT, voilà. Et un des directeurs raconte comment, après moult et moult tentatives pour essayer de maintenir un de ces adultes handicapés dans son équipe, il finit par le virer parce que le type picole, il a tapé sur ses collègues, il casse les machines, enfin il met en danger la structure et les personnes qui l'entourent. Donc il finit par le mettre dehors. L'association de famille se saisit du cas et demande un rendez-vous au directeur général de l'association, donc au-dessus de notre directeur de foyer, en disant « c'est absolument scandaleux, vous allez clochardiser ce monsieur et vous êtes inhumain en l'expulsant, en l'excluant du foyer ». Et le directeur général envoie une consigne à son directeur de foyer en disant « je vous interdis d'exclure ». Alors il raconte son histoire, évidemment, vous imaginez tout ce qu'il a comme grief vis-à-vis de son directeur général. Voilà. Mais en même temps, si on décortique la situation, chacun a raison, en fait. C'est-à-dire, lui, on comprend très bien, il explique très très bien comment il a essayé plein de trucs, et puis à un moment, il est coincé, il n'a pas d'autre solution que de foutre le gars dehors. Donc, de son point de vue, ce qu'il fait, parfaitement pertinent, légitime, c'est la solution. Mais si on se place du côté de l'association de famille, ils ont raison. Hein. C'est pas supportable qu'un type soit... On s'en fout de savoir ce qu'il a fait, tout ça. Ce qu'on constate, c'est que ce gars-là, il est dehors, il va passer sous les roues d'un camion, il va mettre en danger d'autres personnes. C'est pas acceptable. Et le DG qui est sollicité par cette association, il a aussi raison de dire « Attends, là, ça marche pas, on peut pas exclure ». Le problème, c'est comment on scoltine un problème qui n'a pas de solution. C'est ça le problème. Et dans les services, c'est tous les jours où on est confronté à des problèmes qui n'ont pas de solution. Et vous comprenez bien comment ça change notre logiciel là-haut. C'est-à-dire, on sort d'un modèle où un problème a une solution. Et quand on a trouvé la solution, on la met en œuvre, le problème il est réglé, circulé, on passe à autre chose. Et là, on rentre dans un registre où on est face à un problème et il n'y a pas de solution. Qu'est-ce qu'on fait? Et ça va appeler des dispositifs un peu différents de management, des dispositifs un peu différents de la manière dont on travaille, y compris des dispositifs pour dire c'est quoi travailler. C'est pas si clair finalement là dans la manière, dans le marigot dans lequel on se retrouve. Là, c'est quoi travailler? Est-ce que le directeur général il fait son travail en disant je vous interdis d'exclure? Est-ce que le directeur du foyer fait son travail en excluant? Est-ce que la SOS fait son travail? Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de travail que dans l'emploi. En protestant, etc. Voilà. Et tout le monde fait son travail, donc ça pose la question de c'est quoi travailler dans notre structure, et qu'est-ce que ça veut dire, et comment on fait pour travailler ensemble. Ça, c'est un autre point très important. C'est qu'on voit bien à travers mon exemple comment les activités des uns et des autres sont complètement intriquées, dépendantes les uns des autres. Là, dans cette salle, je vous mets au défi, maintenant qu'on se connaît un peu, je peux me permettre de faire ça. Je vous mets au défi, est-ce qu'il y a une seule personne qui peut prétendre que sa production est sa production? C'est-à-dire, ce qu'il fabrique, ce qu'il fait, ne dépend que de lui. Là, vous êtes honnête. C'est vrai. Je suis convaincu que c'est vrai. C'est-à-dire, ce que vous produisez, ça ne veut pas dire que vous ne produisez rien, hein, pas du tout. Ça veut dire que ce que vous produisez est complètement dépendant de la disponibilité de vos collègues, de la manière dont arrivent les dossiers, dont ça a été préparé, etc., etc. Un tas de facteurs, en partie à l'intérieur de votre entreprise, et puis en partie à l'extérieur aussi, donc ça complique encore un peu les choses, parce qu'on a des parties prenantes qui vont être externes à l'entreprise. Là, c'est mon exemple d'Assos, là, de famille, elle est complètement partie prenante du travail du foyer. Ce qu'elle a fait change le travail dans le foyer. Son intervention change le travail dans le foyer. Donc on voit comment ça nous engage à une prise en charge d'un tas de situations
où la question de la subjectivité est très importante, et d'un tas de situations où on va se retrouver face à des problèmes qui n'ont pas de solution toute faite, où on est dans l'originalité, où il faut inventer. Et ce qu'on invente est absolument pas certain de marcher. Quel que soit, imaginons qu'on mette autour de la table le DG, le directeur du foyer, les éducs et puis des représentants des associations de famille, voire même le travailleur handicapé en question. Et on va discuter de qu'est-ce qu'on fait maintenant. Puisqu'il faut à la fois le virer et pas le virer. Qu'est-ce qu'on fait? Donc on trouve une façon d'aborder la question. Ce qu'on trouve comme façon, on n'est absolument pas certain. Ça demande beaucoup d'énergie, on travaille ensemble, ça va engager des questions de confiance entre nous. Donc là, on mobilise de la ressource, mais on n'est pas certain que ça va marcher. Et ça engage à un autre registre, ça engage à la question de l'évaluation. C'est-à-dire comment on se met après à suivre les décisions qu'on a prises, à reconnaître qu'on a pris les bonnes ou pas, qu'il faut les faire évoluer, parce que tout ça est dans un truc qui bouge en plus. C'est-à-dire que l'état d'esprit du travailleur handicapé au moment où on le vire, ce n'est pas celui qu'il va avoir dans 6 mois, etc., etc., etc. Tout ça est extrêmement mouvant et suppose des dispositifs qui permettent d'accompagner ce qu'on décide de faire. Et c'est à ce prix-là que la question du service est vraiment travaillée. Je ne voudrais pas noircir trop le tableau, j'ai l'impression de complexifier énormément les choses, mais en même temps, c'est quand même un peu ça. Les moyens pour faire face à ça. J'en ai dit un mot tout à l'heure, mais je vais le redire, ça pose des questions d'engagement. Si j'ai des salariés qui sont complètement indifférents à ce qui les entoure, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ils ne se rendent pas compte que la mémé veut dire un truc, ne se rendent pas compte que c'est un problème, que l'association, elle dise « moi je ne veux pas qu'on vire le travailleur handicapé ». On est dans l'application de la procédure, on est dans l'exécution. Souvenez-vous du modèle industriel de départ. On avait besoin de salariés qui exécutent rigoureusement la consigne. Et là, on vient de basculer dans un modèle où on a besoin de salariés qui sont sensibles à ce qui se passe. Alors pas trop, parce que sinon, on va avoir dans nos registres de performance des gens qui vont être dévoués corps et âme à leurs clients. Et puis, je finis par lasser les gens, je crois. C'est ma façon à moi d'être sensible à ce qui se passe. À force de plaisanter, je perds le fil de mon truc. Qu'est-ce que je disais? Ah voilà, on a besoin de gens qui sont sensibles à ce qui se passe, mais pas trop, parce qu'autrement, c'est ça, ils vont se dévouer corps et âme aux clients, et ils ne font pas le boulot. Donc, l'engagement, c'est quelque chose de subtil à travailler. Donc, ils vont faire face aux situations que l'organisation est absolument incapable de prévoir, et c'est normal. Et c'est normal. Ça change le métier de manager. Dans le premier modèle, on a des managers qui deviennent managers parce qu'ils sont des experts techniques. C'est parce qu'ils maîtrisent le métier qu'ils deviennent managers. Et donc leur légitimité, elle est assise sur leur capacité à apporter des solutions quand un problème se pose. Et là, on dit, bah non, en fait, on est dans plein de situations où il y a des problèmes, mais il n'y a pas de solution, il faut la construire. Et donc, si notre manager il reste dans un registre d'expertise, 9 fois sur 10, il va se ramasser. C'est-à-dire, ce qu'il va proposer comme solution, ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce qu'il n'y a pas de solution, il faut la construire. Et donc, ça change le métier. C'est-à-dire qu'on est embarqué, on continue à prescrire quand même, il faut organiser le travail, il faut coordonner les équipes, il y a toujours des choses à faire dans ce registre-là. Mais surtout, on est engagé à soutenir la ressource, c'est-à-dire comment je me positionne en tant que manager pour contribuer avec l'équipe à l'émergence d'une réponse à la question qui est posée. Je vois, monsieur, on va entrer dans le débat tout de suite après. Vous n'êtes pas complètement d'accord. Dans ce modèle-là, l'anomalie, elle est complètement partie intégrante du service. Et il faut même tirer le fil encore plus loin. Ça devient une ressource. C'est-à-dire quand vous êtes capable de repérer l'anomalie et que vous trouvez une réponse à cette anomalie, vous améliorez votre service. Donc vous êtes meilleur. Donc l'anomalie devient une ressource.
Dans ce registre, la question de la qualité de vie au travail, c'est-à-dire, en gros, si je fais un raccourci un peu rapide, mais quand même qui résume bien ce que je viens de dire, les effets réflexifs du travail sur les personnes deviennent des enjeux clés de performance. Ça devient stratégique. La question de qu'est-ce que ça fait le travail aux gens qui travaillent dans l'entreprise, ça devient absolument stratégique. J'ai besoin de savoir ce que ça leur fait, j'ai besoin de comprendre pourquoi ça leur fait ça, et j'ai besoin d'essayer de mettre en place des dispositifs qui garantissent, un, que je repère que ça ne se passe pas bien, et deux, qui continuent à préserver cette ressource-là. Voilà. Je vais m'arrêter par une dernière diapo. Alors j'en ai déjà dit 2 mots tout à l'heure, mais ça veut dire qu'on va être embarqué dans le développement de ressources qui sont complètement immatérielles et qui vont tourner autour de la confiance. Comment je renforce la confiance? Alors sans tomber dans l'aveuglement. Hein. Ça ne veut pas dire que, du coup, les gars, allez-y, faites tout ce que vous voulez, il n'y a aucun problème. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Je continue à tenir mon bout à moi de manager. Donc on est embarqué dans une relation de service exactement pareil. Exactement pareil. Donc je tiens mon bout de manager et en même temps, je règle le curseur. Comment je construis de la confiance? Comment je la développe? Comment je me pose des questions sur la pertinence de mon organisation au service de la préservation ou du développement des ressources? En quoi mon organisation développe les ressources? Je prends un exemple, vous allez comprendre tout de suite. Si je construis une évaluation, mon modèle d'évaluation, c'est la mesure entre les objectifs que j'ai donnés aux personnes et les objectifs qu'ils ont atteints. Donc j'ai une évaluation centrée sur les résultats. Je suis schizophrène. Parce qu'en réalité, quand je fais ça, j'évacue toute l'instabilité, tous les écarts auxquels les personnes se sont retrouvées confrontées dans la mise en œuvre. Et ça ne me permet absolument pas de comprendre si en réalité, ils ont été super bons pour atteindre le résultat qu'ils ont atteint. Retenez cette phrase, je me la répète tous les matins au réveil. La mesure des effets n'a jamais rendu compte des efforts. Jamais. On a tous ici, on peut se le dire maintenant, passé des examens en faisant l'impasse sur la moitié du programme, voire les 3/4. Et coup de bol, c'est tombé sur le truc qu'on avait révisé. On a eu 18 et il y a un truc, travail régulier, continué. Quelle rigolade. Non, voilà, c'est ça. La mesure des effets, ça n'a jamais rendu compte des efforts. Or là, vous avez besoin de reconnaître les efforts, non pas pour dire « Ah, c'est super, bravo, très bien », mais pour comprendre ce que les gens ont mobilisé comme ressources pour faire face à quelle situation, parce qu'en fait, vous ne le savez pas, à quoi ils se sont coltinés, donc à quelle situation ils se sont frottés, comment ils s'y sont pris, et qu'est-ce qu'on peut en apprendre collectivement, au-delà du fait simplement qu'on reconnaisse qu'ils se sont sacrément secoués pour essayer de faire quelque chose, même si, au bout du compte, le résultat, il est minable. Parce qu'autrement, la fois suivante, le résultat minable, je l'obtiens directement parce que ça va bien. Donc la question de la pertinence, elle est très importante. En quoi mon organisation, elle est pertinente par rapport à mon objectif de développement de la ressource? Les questions de compétences, je fais vite, mais bon, très très vite alors. Les questions de compétences, c'est aussi quelque chose qu'il faut faire évoluer, cette notion de la compétence, parce qu'on a une vision de la compétence pour l'instant comme quelque chose qui est extrêmement détenu à l'intérieur des personnes. Et on confond en réalité compétence et savoir. C'est-à-dire, de notre point de vue, la compétence, c'est la mobilisation des savoirs au service de la construction d'une solution dans une situation qui n'est pas prévue, justement. Et ça, c'est collectif. Parce que le problème qui se pose, il n'engage jamais qu'une seule personne. Il engage toujours plusieurs métiers. Donc on est plusieurs à être engagés dans la construction d'une réponse à la question qui est posée, avec des points de vue et des objectifs qui ne sont pas les mêmes. Et la compétence, elle repose en particulier sur notre capacité commune à construire un truc qui fait que je dégrade un peu mes objectifs, mais je tiens quand même le cœur de mon métier, et tout ça au service d'un intérêt commun. Ce qui veut dire, entre autres, d'ailleurs, que ça suppose que la définition des objectifs
elle ne soit pas strictement individuelle. Sinon, on tue le système là. Si je donne des objectifs et que j'évalue la performance sur une production individuelle, je tue toute forme de compétence, puisque je me mets au service d'un truc en me tirant une balle dans le pied. Ça ne va pas durer longtemps. La santé, je fais très vite, on est au cœur du sujet ici. On comprend bien que si les gens ne vont pas bien, leur capacité à s'engager, elle va être plombée, évidemment. Et tout ça, c'est au service conjoint de la performance et de la qualité de vie des personnes, ce qui pose bien la question de l'intégration de la santé comme une question de performance. Et je termine sur une note un poil provocante, mais ce n'est pas grave. De mon point de vue, ça pose la question de la démédicalisation de la santé au travail. Ça ne veut pas dire que ce n'est plus un sujet des médecins, bien au contraire, ça reste évidemment un sujet de médecins. D'abord, ça a des effets sur le corps, sur l'esprit, ça se traduit par des maladies, des symptômes. Ça reste évidemment un sujet de médecins, mais ça ne peut pas être qu'un sujet de professionnels de santé, parce que ça devient un sujet de manager.